Un pays peut-il gagner 20 millions d'habitants en l'espace de 7 ans pour Mohamed Ben Salman? La réponse est visiblement oui. Le prince héritier d'Arabie Saoudite prédit 55 millions d'habitants en 2030 contre 35 actuellement. Alors que révèle cette méga prédiction en total décalage avec les données de l'ONU et de la Banque mondiale? Quel est le projet de MBS pour l'Arabie Saoudite? MBS, comme on l'appelle, avec nous pour en parler. Jacques Bourgeois, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous avez longtemps été délégué général Arabie Saoudite chez Airbus, ce qui vous a permis de côtoyer, disons-le, les plus hautes autorités du pays, les élites saoudiennes également. Il était aussi question, j'imagine, de la rivalité avec Boeing. Peut-être qu'on sera amené à en parler. Vous êtes co-auteur du livre Arabie Saoudite, des origines du XXIe siècle, aux éditions Hémisphère. Notre éditorialiste Slimane Zeguidour est avec nous. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Vous avez consacré 2 livres à l'Arabie Saoudite, notamment La vie quotidienne à la Mecque de Mahomet à nos jours. C'est chez Hachette. On commence avec vous, Jacques Bourgeois. Depuis son arrivée au pouvoir, Mohamed Ben Salman prend des décisions, disons-le, audacieuses, parfois radicales. Dernière en date, ce n'est pas vraiment une décision, c'est plutôt une grande prédiction. Que vous inspire cette méga prédiction? Fantasme ou réalité? Oh, je pense qu'il y a du volontarisme, mais je n'y crois pas trop. Il a l'impression que sa clientèle saoudienne va remplacer progressivement les expatriés et faire beaucoup d'enfants. Mais lorsqu'on libère un peu les mœurs, comme il vient de le faire, je pense que le nombre d'enfants par famille va finir par baisser. Et d'autre part, s'il ne développe pas suffisamment les emplois locaux, peut-être qu'on aura de l'expatriation en plus. Et des départs. Et des départs. Ouais. Pourquoi dit-il cela alors, à votre avis? Mais je pense que c'est un homme qui est jeune, qui a envie de pousser sa nation vers le haut, vers un sentiment collectif. Le nationalisme étant une notion un peu nouvelle en Arabie Saoudite. Et donc, il veut stimuler ces jeunes à partager son projet. Alors Slimane, justement, Jacques Bourgeois l'esquisse quelque peu dans sa réponse pour qu'on comprenne bien. 55 millions en 2030, aujourd'hui on est plutôt de l'ordre de 35 millions, un peu en dessous, un peu au-dessus, c'est selon. Il y a des immigrés qui travaillent en Arabie Saoudite, est-ce que c'est pris en compte dans ces prédictions? C'est la question qu'il faut se poser. Sur les 28 millions d'habitants, ce qu'on sait, c'est qu'à peu près un tiers des habitants du royaume sont des immigrés. Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a un immigré pour 2 Saoudiens. Ce qui est loin du pourcentage qui existe chez les autres pays. Par exemple, aux Émirats et au Qatar, c'est carrément 90% de la population qui est étrangère et expatriée. Donc, quand il dit 55 millions d'ici quelques années, si c'est un boom démographique, une révolution des berceaux, comme l'a dit Jacques Bourgeois, ça paraît absolument inconcevable, puisque toute libération du statut de la femme et d'élévation du niveau culturel du couple fait qu'il y a une baisse de fécondité. Néanmoins, cela peut vouloir dire aussi amener plus d'immigrés et d'expatriés dans le pays, auquel cas on passerait à plus de la moitié de la population qui serait d'origine étrangère, alors que maintenant on en est à un tiers. C'est envisageable ça, Jacques Bourgeois, de faire venir une immigration massive? On sait qu'en général ces pays-là sont très, comment dire, pour utiliser un mot prudent, très réfractaires, très réticents à l'idée de faire venir des populations, en tout cas qu'elles vivent de manière pérenne en tout cas. Oui, et quand vraiment ces populations gênent, on les met franchement dans l'avion sans espoir de retour et de façon assez autoritaire. Oui, je l'ai vu. Et dans tous les cas, il n'y a pas de politique d'intégration et encore moins d'assimilation. C'est-à-dire que même pour les populations arabes, musulmans, sunnites qui sont immigrés dans les pays du Golfe, les chances d'être naturalisés et de faire partie du pays sont extrêmement faibles. C'est-à-dire, c'est le contraste, c'est que l'immigré travaille, on peut bien le traiter, mais il doit un jour refaire ses valises et rentrer chez lui. Alors voilà, ce n'est pas un grand angle purement sur la démographie, mais tout de même, ça révèle des choses, cela dit, sur ce personnage. Vous avez évoqué notamment la question des mœurs, où il essaie de révolutionner, le mot est bien choisi, parce que l'Arabie Saoudite est un pays quand même ultra conservateur, il essaie de révolutionner le royaume. Que vous inspire ce dirigeant? Vous ne l'avez pas connu du temps de vos fonctions sur place. Si vous l'avez connu, que vous inspire-t-il? Ce qui me semble très intéressant, c'est de penser qu'on oublie son père, Salman. Et vous pouvez difficilement, le roi, imaginer que les grandes décisions stratégiques soient prises uniquement par le fils.
Et donc, oui, c'est un très bon applicatif. Ça va être le futur roi s'il arrive à ne pas se faire trop d'ennemis. Et c'est un jeune qui représente sa génération. Alors, il s'appuie principalement sur une jeunesse qui aime les réseaux Internet et qui découvre le monde Internet et qui commence à remettre en question, lentement, au rythme saoudien, le patriarcat. Donc, c'est ça son outil. Maintenant, il a, avec Salman, fait un certain nombre de changements qui rendent sa position parfois fragile. Pourquoi? Parce qu'on peut difficilement mettre de côté le milieu religieux comme il l'a fait. L'Arabie est en train d'évoluer rapidement vers un autre système. On peut difficilement mettre un grand nombre d'hommes d'affaires ou de princes riches en prison et leur faire rendre une partie de l'argent. On peut difficilement également limiter le nombre de postes donnés aux fils des rois, aux fils et petits-fils des rois antérieurs, sans être complètement populaire dans le milieu. Mais je pense, en revanche, qu'il a beaucoup d'atouts, parce que la défense, la garde nationale, Premier ministre si on veut, il a pratiquement tout en main pour gérer le pays de façon autoritaire avec Salman. Ouais. Jacques Bourgeois, il y a eu un coup d'arrêt, c'est l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Il est revenu sur le devant de la scène et visiblement, il a aussi la ferme intention de revoir la géopolitique et la diplomatie saoudienne. Est-ce que vous diriez qu'il est en train de prendre ses distances avec les États-Unis ? Je pense que c'est une prise de distance modérée. Il l'a fait. Il essaye d'imposer l'idée d'une puissance régionale, une idée également de nationalisme. Mais il y a quand même des réalités qui ne l'éloigneront pas définitivement des États-Unis. Quant à Khashoggi, il faut faire très très attention. Cet homme-là n'est pas un journaliste. C'était le numéro 2 des services. C'était le compagnon d'armes de Oussama Bin Laden. Et c'est essentiellement un homme qui a viré vers des valeurs des frères musulmans qui sont complètement chassés et honnis en Arabie Saoudite. Ce qui n'enlève rien à l'acte qui a été commis, à savoir d'assassiner quelqu'un et de le découper et de le dissoudre à l'acide. Oui. Mais vous rappelez effectivement son pédigré. C'est vrai qu'on retient souvent la dimension journaliste et pas le passé que vous rappelez. Ouais. Oui, parce que quand vous avez le numéro des services qui va ailleurs, il a quand même ses dossiers. Pourquoi il a été tué, selon vous, d'ailleurs? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Vous ne pouvez pas le dire? Non. Ouais. Slimane, plus un pays est peuplé, plus un pays est puissant. Avec Jacques Bourgeois, on évoquait le redéploiement de la géopolitique saoudienne. Vers quel pays l'Arabie saoudite veut-elle se tourner? Je pense, comme le disait Jacques Bourgeois, l'Arabie saoudite voudrait être le centre de gravité régional, d'où sa volonté d'avoir une expansion démographique, parce que jusqu'ici, le pays le plus peuplé de la péninsule arabique, c'était le Yémen, qui lui donnait donc une puissance démographique et physique dans la région. Déjà, remettre le Yémen un peu en seconde position. Ça veut dire quoi? Ça sous-entend peut-être que l'Arabie saoudite avait des intérêts aussi à participer à la destruction de ce pays. On sait que l'Arabie saoudite mène cette coalition, ou est-ce que c'est un peu aller vite en... Non, les rivalités entre les motifs qui ont poussé l'Arabie saoudite c'est plus la rivalité avec l'Iran, sont énormes, et notamment la rivalité avec l'Iran. Et dans les années 70, quand Nasser soutenait un mouvement révolutionnaire, l'Arabie saoudite soutenait les Houthis à l'époque. Bref, ce que l'Arabie saoudite donc veut être une puissance régionale, d'où sa prise de contact avec les Israéliens, sa réconciliation relative avec l'Iran, son rapprochement avec la Russie et aussi avec la Chine. Et tout à l'heure, vous disiez que MBS prend des décisions audacieuses. C'est vrai qu'elles sont audacieuses et qu'elles bousculent les traditions bien établies, comme le point, par exemple, de l'establishment religieux. Néanmoins, sur ce plan-là, aussi, il est dans une certaine tradition saoudienne, en ce sens que les grandes décisions modernisatrices en Arabie saoudite ont toujours été prises par le haut. C'est comme ça qu'il a fallu se battre pour imposer le téléphone dans les années 30, pour imposer la radio, pour imposer l'école des filles
dans les années 60 qui avait fait des révoltes énormes pour imposer la télévision, qui a aussi donné lieu à de véritables émeutes. Et maintenant, on arrive avec un BS qui impose une féminisation relative de la vie sociale. Aujourd'hui, quand on va à Riyad, n'est-ce pas, Jacques Bourgeois, la présence féminine dans la ville, y compris la nuit, dans les lieux comme les restaurants, dans les parcs, est assez impressionnante. Et avec, bien entendu, une société très connectée, comme le disait Jacques Bourgeois. Jacques Bourgeois, vous écrivez, dans ce pays, on arrive à reculons et on repart à reculons. Pourquoi ? Parce que c'est un pays attachant, c'est un pays d'une culture si différente et si complexe qu'elle peut, si on l'analyse un peu en profondeur, plaire. Qui est né avant l'islam. Voilà. Et puis aussi parce que finalement, en dehors d'un régime qui est un peu autoritaire, les gens sont d'une douceur beaucoup plus forte que ce qu'on peut attendre d'un pays qu'on décrit comme extrémiste. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur ces longues années passées dans le cadre de votre travail notamment? On sait que la rivalité, je le disais, entre Airbus et Boeing est féroce. Je vous vois sourire. Non, la rivalité avec l'Amérique a quand même tourné au bénéfice d'Airbus, largement. Mais moi, j'étais plutôt dans le domaine de la défense. Et là, je peux vous dire que tous les coups sont permis et que, notamment, le fait d'avoir imposé la loi au CDE sur la gestion limitative des commissions a été une façon pour l'Empire romain d'affirmer ses armes contre ceux qui étaient plus faibles. Slimane, on voit aussi Mohamed Ben Salman qui est sur tous les fronts. Il a rencontré Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Il a rencontré Vladimir Poutine avant. Xi Jinping également, le président chinois. Est-ce que l'Arabie saoudite envisage de normaliser sa relation avec Israël ? Oui, les contacts entre les Saoudiens et les Israéliens remontent à très loin. On se rappelle que l'ancien chef des services secrets saoudiens, le prince Turki, avait rencontré le chef du renseignement militaire israélien, je crois que c'est le général Amos Yadlin, il y a très longtemps, publiquement. Donc les rapports, depuis des années, et Jacques Bourgeois pourrait le confirmer, ils existent. Ce qui est compliqué pour l'Arabie saoudite, c'est que contrairement aux Émirats, au Maroc ou à d'autres qui ont renormalisé leurs relations avec Israël sans demander apparemment de contrepartie en faveur des Palestiniens, les Saoudiens ne pourraient pas ne pas demander des gestes forts de la part d'Israël pour se conformer au moins au droit international, c'est-à-dire au principe des deux États avec Jérusalem-Est comme capitale du futur État palestinien. Je ne sais pas ce qu'en pense Jacques Bourgeois, mais je pense que sur ce plan-là, les Saoudiens vont résister encore longtemps. Oui, je pense qu'ils résisteront, mais je pense aussi que l'engouement pour ce rapprochement avec Israël est passé par un point haut. Maintenant, on est depuis peu dans une normalisation des relations avec l'Iran, avec les chiites, même un petit peu avec les Houthis. Il n'y a plus de tabou. Et donc, Israël, qui était une contrepartie, commence à être moins intéressant. Mais il y avait eu un plan de paix d'ailleurs de l'Arabie saoudite, l'échange de la paix contre les territoires. Le plan FAD à Fès, oui. Et, plus ensuite tard, à Beyrouth en 2002. En 2002. Oui, il y a deux. La première avance est vraiment audacieuse, c'est le roi Fahd qui, dans le sommet arabe de Fès, appelle à un échange des territoires palestiniens contre la reconnaissance d'Israël par les pays arabes. Merci beaucoup Slimane pour ce décryptage. Merci Jacques Bourgeois. Un livre coécrit avec Jocelyn Béjui et Édouard Paul, votre épouse, voilà qui est dit. Préface de Benjamin Barthes, notre confrère du journal Le Monde. Nouvelle édition 2022, revue et augmentée Arabie Saoudite des origines au XXIe siècle. Un ouvrage passionnant. Merci Jacques Bourgeois. Merci. Et merci Slimane.